Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Outlap sur Auto Endo, votre podcast hebdomadaire, et il y en a des choses à dire très clairement après ce Grand Prix du Brésil de Formule 1 remporté par Max Verstappen, et je m'adresse immédiatement à celles et ceux qui n'ont pas pu voir le Grand Prix. Regardez-le quand même, c'est pas parce que Max Verstappen a gagné qu'il ne s'est rien passé, il est parti 17ème, donc autant vous dire que c'était un Grand Prix assez fou avec notamment les deux Alpines qui ont terminé sur le podium. Ce sera notre sujet principal de la journée. Est-ce que finalement entre Alpine, Ocon, Gasly, est-ce qu'on n'irait pas jusqu'à dire que tout est bien qui finit bien, puisqu'il y a une fin de cycle un petit peu pour tout le monde. À mes côtés, il est là, il est de retour dans l'Outlap, il est ravi d'être là évidemment. Monsieur Joël Lissatis, notre spécialiste. Stéphane, comment ça va? Je suis ravi d'être là, en effet, c'est vrai. Bonjour à tous, ça va forcément après un magnifique week-end cocorico avec Esteban et Pierre sur le podium. C'est forcément une fantastique nouvelle pour le sport auto français. Rien que ça, c'est vrai que c'est beau. C'est tout à fait vrai. Et puis à mes côtés, on a également Gonzalo Forbes qui va se réjouir, je ne doute pas, du double podium français, parce que niveau argentin ce week-end, c'était plus compliqué. Lundi triste et noir pour l'Argentine après la cata de Franco. Passé à côté, le pauvre, je pense. Oui, on va dire qu'Alpine a un peu égayé mon dimanche, même si j'étais déjà au plus bas et donc c'était difficile de m'en sortir. On le sent, l'Argentine a la gueule de bois ce matin. Très difficile, oui, le réveil. C'est compliqué, on sera là évidemment, on se soutient, hein, c'est important, c'est vraiment quelque chose d'important. On va donc revenir principalement quand même sur le double podium d'Alpine. Vous comprendrez qu'on ne vous donnera pas 15 minutes non plus sur Franco Colapinto. Dommage. J'en suis navré. Au moins lui il a participé au Grand Prix, hein, ce qui n'est pas le cas de tous les pilotes. Pas longtemps, mais... Pas longtemps certes, mais au moins... Une vingtaine de tours, bon... Voilà. Ça a permis à Alpine de faire le double podium, peut-être indirectement. Donc finalement, est-ce que la France et l'Argentine, malgré toute la guerre sportive qu'on se met dernièrement, franco-argentine, n'est-elle pas là Est-ce que nous ne serions pas sur le chemin d'une réconciliation comme ça qui serait c'est pas grâce à l'Argentine finalement qu'Alpine est sur le podium. Est-ce que ce n'est pas à cause de Carlos Sainz finalement qui s'est craché 12 tours plus tard et qui a regroupé le peloton qu'Esteban Ocon n'a pas gagné cette course? Donc l'amitié franco-espagnole, elle n'est pas au même niveau que l'amitié franco-argentine. Alors je pense qu'en termes de sport, l'amitié franco-espagnole est un terme qui n'existe pas de toute façon, donc il n'y a pas de souci. D'autant qu'ils sont en train de reprendre un peu de poil de la bête sur tous les sports là globalement. Donc oui, c'est ça, on peut même pas en citer un seul, ils sont partout. Ça devient très compliqué pour nous de combattre. Allez, on va parler de ce Grand Prix du Brésil. Ça y est, mesdames et messieurs, Esteban Ocon et Pierre Gasly ont terminé sur le podium d'un même Grand Prix de Formule 1 avec l'Alpine à 524. Autant vous dire que je crois avoir lu une information ce dimanche soir, c'est que la personne qui a parié sur le double podium d'Alpine au Grand Prix du Brésil a racheté X, anciennement Twitter, des mains d'Elon Musk. J'ai cru qu'elle avait racheté l'écurie Alpine du coup. Ah, il peut aussi, mais ça c'est avec de l'argent de poche. Vraiment, là c'est très très simple. Et là on apprend que c'est Ryan Reynolds en fait qui a parié là-dessus et qui a pu investir encore plus. Il faut dire qu'ils ont largement déjoué les pronostics. Ocon et Gasly, 2e et 3e donc de ce Grand Prix, derrière Max Verstappen qui lui aussi était inattendu finalement après il a aussi déjoué les pronostics finalement. C'est ça. Parti 17e, vainqueur de ce Grand Prix. On rappelle que c'est Lando Norris qui partait en pole position et qui a terminé 6e lors de ce Grand Prix. Et je tiens aussi à rappeler quelque chose. Il y a eu un sprint. Non, parce que tout le monde semble l'avoir oublié. C'est vrai qu'il y a eu un sprint. C'était un week-end sprint qui, là, pour le coup, n'avait aussi pas manqué d'un petit peu de polémique, pas forcément, mais en tout cas de petits moments assez sympathiques et de pénalité, notamment aussi pour Max Verstappen, suite à une infraction de Virtual Safety Car. Oscar Piastri a quand même offert très gentiment un point à Lando Norris qui ne servira à rien. Exactement. Ça le rapprochera de Max Verstappen d'un point en fin de saison, peut-être 52 ou 53, je ne sais pas, mais effectivement... C'était magnifique. Voilà, c'était... Puis fait vraiment sans le montrer clairement. Enfin voilà, tout était très, très organique finalement. Il n'y avait pas d'instruction à la radio, très fluide. Tout s'est bien passé. Non, c'était vraiment top. Puis en course aussi le dimanche, quand Norris s'est retrouvé derrière Piastri, puisque Lando Norris a fait quelques erreurs, pareil, ça s'est passé... Ouais, bon, il lui a peut-être offert 2 points. Allez, 3 points sur le... Non, c'est bien. Ça va peut-être l'aider dans sa bataille pour la 2e place avec Charles Leclerc. C'est ça. S'il termine 3 points devant Charles Leclerc, on saura où les trouver, et ça, il faudra le signaler. Mais bon, messieurs, parlons un petit peu d'Alpine, puisque donc Esteban Ocon va quitter l'écurie française à la fin de la saison. C'est pas vrai. Je viens peut-être de l'apprendre, hein, Jérémy. Voilà, on donne les informations ici, c'est important. Mais on sent qu'évidemment, la fin de bail d'Ocon chez Alpine n'a pas toujours été la plus rose. Alpine, évidemment, est dans cette espèce de reconstruction complète maintenant. Et d'ailleurs, on a salué Oliver Rose qui a dit que Enstone a fait un super travail.
Il a parlé de Viry aussi. Il a parlé de Viry, c'est super, voilà. Ouf. Voilà, donc c'est important quand même. Puisque là, Viry a quand même contribué sur le moteur 2024. Et puis Pierre Gasly, lui, il va devoir faire cette transition aussi au rôle de team leader véritablement. Donc pour les trois, il y a une petite fin de cycle en cette fin de saison 2024. On a l'impression que ça se termine bien, Jérémy. Moi, c'est forcément le podium est quelque chose de sympathique. Ocon et Gasly sont malgré tout des habitués. Ils en prennent presque un par an, ou un tous les 2 ans depuis 2019-2020. Donc, je veux dire, sur le papier, c'est pas un immense événement non plus. Par contre, c'est vrai que le fait de les voir tous les deux sur une saison comme celle-ci, qui était peut-être avant ce week-end la pire d'Alpine depuis des années. Que c'est la pire. Même pas. Oui, voilà. Enfin, la pire d'Enstone en tout cas. Une des pires d'Enstone. C'est franchement réjouissant. J'ai adoré les voir. On connaît leur histoire, leurs différends. J'ai adoré les voir aussi complices. Évidemment, tout n'est pas réglé. Ils vont pas partir en vacances demain ensemble. Mais les voir devant les micros de Viaplay, faire l'interview ensemble, Esteban prenant quasiment dans ses bras Pierre, les deux avaient un sourire monumental. La seule chose dont ils voulaient se souvenir, c'était les empoignades sous la neige en kart à Essé ou à Anneville en Normandie. Enfin, c'est vraiment quelque chose de très sympa. J'étais un petit peu déçu de la façon dont le bail d'Ocon était en train de se terminer avec Alpine. Je veux dire, c'est quand même le seul mec qui a gagné un Grand Prix pour eux. C'est un garçon qui a jamais lâché, qui a été battre Alonso au point, qui a fait vraiment du gros boulot. Certes, il y avait eu cette petite attaque un peu mal sentie à Monaco avant le tunnel. Bon... je suis pas certain que ça méritait il va falloir trancher dans le vif qu'on a entendu. Je trouve que ça a été un peu loin. On rappelle que Alpine voulait le Grand Prix suivant au Canada le mettre de côté. C'est uniquement le fait que le contrat était trop béton, notamment avec Mercedes, qui a expliqué que ça n'avait pas été le cas. Et donc de le voir partir, on va dire, la tête haute sur un bon souvenir, même si ça n'effacera pas tout ce qui s'est passé, je trouve que c'est chouette. Et puis en effet, Ocon et Gasly allaient finir on va dire leur chemin commun, on va dire en se faisant sans s'être rabiboché. Je pense que ce sera pas le cas, mais au moins je serais pas étonné qu'on voit dans les prochaines années, surtout le fait qu'ils soient plus coéquipiers, des sourires un peu plus faciles et tout ça. Donc franchement, pour moi, c'est vraiment une très 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 belle histoire, quoi. On se sentait une petite complicité, effectivement, hier. Moi, j'avais un petit peu peur quand ils sont allés saluer leurs équipes respectives au début. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont au moins... Et puis bon, ça va, la collade. Ils ont eu beaucoup de bon goût. Voilà. Oui, parce qu'à ce moment-là, ils savent qu'ils sont sous le regard des caméras, tout le monde les regarde de près, ils ont une image à tenir, ils sont pas bêtes, donc... Ils jouent parfaitement le jeu. Même Verstappen, Ocon, quand ils se recroisent dans la cool room... Verstappen, il se retourne en mode... Pourquoi il y a deux Alpines à côté de moi là? C'est quoi qu'est-ce qui se passe? Je me suis trompé de parc fermé. Ouais. Je pense qu'il a. C'est là-bas le monsieur. Il a tourné la tête à gauche, il a vu Pierre Vacher, il a fait Pierre, qu'est-ce que tu fais là? Il a tourné la tête à droite, il a vu Pierre Gasly. Pierre, qu'est-ce que tu fais là? Comment c'est possible? Gasly et Ocon, ils sont intelligents, ils savent que, comme je l'ai dit, ils sont scrutés de très près. Donc... Et en plus, au-delà de ça, ils savent laisser de leur ego et toute leur querelle qu'ils ont pu avoir plus jeunes de côté pour se mettre au bénéfice de l'équipe. Au final, certes, c'est un double podium, certes, c'est un résultat personnel, c'est pour les statistiques de chacun, mais c'est avant tout l'équipe, et surtout qui va récompenser, comme disait Jérémy, une saison qui... Enfin, elle récompense pas une saison, parce qu'il n'y a pas eu de grosses performances sportives, mais ça vient donner ça rassure après justement une si mauvaise saison, un double podium aussi inattendu que celui-là, avec Gasly qui se fait éliminer en Q2 sans mettre un chrono, et Ocon, ça faisait 3 semaines, on le voyait quasiment pas, il souffrait, il se faisait sortir en Q1 alors qu'il avait reçu les évolutions, il n'arrivait pas à faire marcher la voiture, et là ce week-end il a réussi, il fait 4ème en qualif, donc oui, c'est un résultat qui... Je pense que chez Alpine là ils se sont c'est bon, là
au moins il y a ça dans la saison, on peut surfer sur quelque chose. Ouais, quoi qu'il arrive, la saison est réussie. Parce que sinon. Réussi, je sais pas, c'est un peu le débat. Sauvé, plutôt sauvé. Ce qu'on disait avec Jérémy, pour moi, elle est pas réussie dans le sens où c'est là où je vais un peu défendre les propos qu'a eu Norris en disant que ce résultat n'est pas dû au talent mais à la chance. Pas le résultat d'Alpine, le résultat au global avec Verstappen, parce qu'il y a eu le drapeau rouge, la safety car et tout. Il sauve pas la saison dans le sens où, dans un week-end normal, il faut le dire, ça aurait été inimaginable. Enfin, sans la pluie, sans les drapeaux rouges, sans les safety cars, ça aurait peut-être fait une double arrivée dans les points, peut-être 8e, 9e, 10e, qui sait. Mais jamais de la vie, dans un week-end normal, ça aurait fait un double podium. Ce qui était intéressant, c'est de voir le rythme qu'avait Ocon, notamment entre les deux safety cars, où il a mis 3 secondes à Max Verstappen. Ouais. Enfin, ça c'était impressionnant quand même. Bon, il en a pris 19 après. Quand même. Voilà, c'est ça. Donc ça ne fait que 16 finalement. C'est très bien. Mais voilà, c'était quand même, on sentait, parce que quand on l'a vu repartir en tête, on s'est dit oula, les 2 Alpines vont glisser au classement. Puis en fait, elles sont restées jusqu'au bout quand même dans ces très bonnes positions. Moi, effectivement, la chose qui m'inquiéterait presque, c'est la manière dont Alpine va justement surfer sur ce résultat et l'utiliser, parce que on est d'accord qu'à la fin de cette saison 2024, il y a quand même une vraie remise en question, il y a beaucoup de choses à revoir parce que la saison était quand même catastrophique jusque-là, et j'espère qu'il y aura cette prise de conscience de ne pas se dire que le double podium permet de pointer qu'il y a eu beaucoup de bonnes choses. Non, il faut quand même remettre ce double podium dans un contexte qui fait du bien vraiment, et c'est très bien pour toutes les personnes qui travaillent et qui s'arrachent depuis des années, qui ont cette récompense. Maintenant, il ne faut pas oublier que certainement que Las Vegas et les prochains Grands Prix vont pas être aussi beaux. Je ne pense pas qu'à Las Vegas, il pleuvra. Il y a 2 choses là, par rapport à ça. Quand même, comme dit Gonzalo, il y a forcément le facteur chance, le facteur réussite, la météo. Mais n'oublions pas que la veille, sur le sprint, sur le sec, Gasly a fait quand même 7e en qualif, 7e en course. Donc même sur le sec, ça fonctionne. Au Mexique, il a eu aussi des très bons résultats avec un petit peu de performance sur le sec aussi. Alors en effet, pas de quoi aller chercher un podium à la régulière, mais il y avait déjà quand même une certaine marche en avant quelque peu réenclenchée. Tu parlais, Michael, du fait qu'il ne faudrait pas se cacher derrière ce résultat-là et que ce soit un peu l'arbre qui cache une forêt un peu noire, on va dire. Mais je pense que la remise en question, elle a déjà été faite. Des changements ont été réalisés, quoi qu'on en pense. Briatore est revenu, ils ont nommé Oliver Oaks. Et surtout, Bruno Famin en parlait dans nos colonnes, dans l'entretien exceptionnel qu'il a accordé à Auto Hebdo la semaine dernière. Il a dit Bruno Famin a dit qu'il était très optimiste pour la suite d'Alpine côté châssis, notamment depuis l'arrivée de David Sanchez, le nouveau directeur technique arrivé en provenance de chez McLaren et qui a passé de nombreuses années chez Ferrari, en disant qu'il avait déjà bien commencé à redresser un petit peu la barre, et on voit tout de suite qu'avec les améliorations apportées, cette fois ça va vraiment dans le bon sens. Ouais, il y a du changement quand même. Exactement, donc je pense pas que je ne pense pas que forcément en termes de communication ils ont des partenaires, ils ont des voitures à vendre, ils vont forcément mettre ça en avant, et ils ont bien raison. Ils auraient bien tort de pas le faire. En revanche, je pense que ça ne les empêchera pas de faire une autocritique globale, mais aussi dans le bon sens, de se dire que la fin de saison est quand même mieux que la première partie. Et moi, je serais pas étonné, non pas de les revoir sur le podium d'ici Abu Dhabi, mais de les revoir 2-3 fois dans les points. Sincèrement, je serais vraiment pas surpris. Surtout qu'il reste encore un sprint. Il y a encore. On arrive en plus sur des circuits qui sont tout à fait différents, entre Las Vegas qui est très rapide, Abu Dhabi, ou entre les virages lents, les virages rapides. Pour moi, ça reste quand même derrière le top 4 As, ça reste la meilleure voiture. Ouais. Parce qu'ils sont même au-dessus d'Aston Martin en plus régulier. Ouais. Mais ils ont en tout cas un résultat qui leur porte pour la fin de saison et qui leur donne un gros soulagement, et avec lequel ils peuvent espérer quasiment s'assurer la 6e place. Ça va être compliqué peut-être parce qu'il n'y a que 3 points avec As, mais derrière c'est un peu plus séparé, donc on peut se dire que ce double podium là ça va leur permettre de, justement comme tu dis, de terminer un peu plus sereinement. Ouais, c'est ça, ils ont 3 points d'avance maintenant, Alpine qui est passé 6e, donc 3 points d'avance sur As et 5 points sur Racing Bulls. Ça
peut être compliqué. Après, Racing Bulls avait une superbe opportunité ici. Ils ont marqué peut-être un peu moins de points que ce que les qualifications pouvaient laisser entrevoir. Donc, à voir ce que ça va donner. Racing Bulls qui est un peu... Ils ont commencé la saison un peu derrière le top 10 du Grand Prix. Ils sont remontés dedans de manière un peu plus pérenne. Ça redescend encore un peu, donc c'est compliqué de vraiment Ils ont été un petit peu je trouve. Piégés par ce drapeau rouge aussi. Oui, ils sont quand même partis 3e et 5e. C'est ça, ouais. Voilà, Tsunoda s'était arrêté, Lawson aussi, il me semble. En plus pour mettre la maxi pluie, donc forcément. Ils auraient pu faire le très gros coup là. Exactement. Si on les avait laissés rouler. Était là. On est passé pas loin du premier podium, je pense, de Yuki Tsunoda aussi. Même si Esteban Ocon avait pris le meilleur sur lui. Juste avant Mais il faisait une très grosse première partie de course, Tsunoda, pour le coup, sous la pluie et tout ce qui va avec. Oui. Non, et surtout, ces 3-5 petits points dont tu parles dans le classement, ça représente peu d'un point de vue comptable, mais c'est dans ces parties-là du classement, ça représente énormément, parce qu'en général, c'est dur à aller marque 1, 2, voire 3 par week-end. Là, ils en ont 35 d'un coup. Voilà, ils en ont mis 35. Après en avoir marqué 14 en 20 manches. Ouais, voilà. c'est ça. Ils ont fait une bonne moisson. C'est pour ça qu'ils peuvent, il reste 3 manches, avec un sprint, c'est pour ça qu'ils peuvent quasiment espérer, au pire, terminer derrière As. Ouais, parce qu'effectivement, sachant que marquer 5 points pour Racing Bulls, c'est pas impossible, mais c'est pas non plus fait. Mais si Alpine en marque 1, 2 ou 3 sur les 3 Grands Prix qui restent, il faut aller surtout chercher. Quand on voit la dynamique d'Alpine avec Gasly qui fait Q3 à Austin et Mexico, là c'est Ocon qui le fait, enfin il y a les points. Il y a les points, Gasly aussi. Et Gasly fait Q3. Ouais. Et même les pilotes le disent, Ocon était un peu plus pessimiste avec les évolutions au début, mais là ça a mieux marché. Après, est-ce que c'était le mouillé qui a fait que ça marche mieux avec lui, parce qu'on sait qu'il est très bon sous la pluie. Mais Gasly le dit, les évolutions, quand il est sur le sec, qu'il est content avec. Pour le coup, cette fois-ci, les évolutions marchent bien. Donc les résultats le confirment derrière avec les points. À Austin, il n'y a pas eu les points parce qu'il y a l'arrêt prolongé qui a duré 6 ou 7 secondes. Mais après, il y a les points de la régulière à Mexico. Là, ce double podium ici avec la perfo qui est toujours régulière. Donc Alpine, je pense que maintenant, ils attaquent les week-ends en se disant on peut jouer la 10, 9 ou 8e place, quoi. Et même As, Gonzalo parle de As, au pire des cas finir derrière, mais moi je trouve que Nico Hülkenberg qui a vraiment été vraiment l'homme fort de As depuis le début de saison, il cale un petit peu, c'est la deuxième fois cette année qu'il est associé à Birman et ça fait 2 fois qu'il se fait taper. Là ce week-end c'était flagrant, il a été derrière vraiment tout le temps, il finit par se faire disqualifier, enfin je veux dire il a perdu un petit mojo. Kevin Magnussen va revenir, on ne sait pas trop pourquoi il n'était pas vraiment là non plus. Oui, malade, on n'a pas plus d'infos. Voilà, c'est un peu... Enfin voilà, on sait qu'il va quitter l'écurie aussi. Il y a peut-être une carte à jouer de ce côté-là. Et n'oublions pas aussi que Tsunoda et Lawson sont... alors ça s'est très bien passé pour eux, mais sont assez nerveux en ce moment parce que forcément il y a une espèce de course. Voilà, il y a un avenir qui se joue là. Voilà, donc une triple course chez Red Bull là en ce moment, ça peut clairement profiter à Alpine et moi, c'est ceux qui vont le moins perdre. Ce qui m'a fait plaisir aussi là, avec ce double podium d'Alpine, c'est de se dire que les équipes qui continuent de miser sur des bons pilotes, voire des très bons pilotes, y compris en étant dans la deuxième partie de classement, sont récompensés et peuvent même espérer récupérer et peuvent même espérer récupérer davantage d'argent que des équipes qui font appel à des pilotes payants, avec beaucoup de sponsors derrière, comme Checo Pérez par exemple. Donc voilà. Oui. Il a fait grand bruit, pardon, il était là, Pérez. Oui, tout à fait. Non, c'est important. 4e pilote Red Bull classé. C'est ça, bravo à lui. Et vous remarquez quelque chose, et c'est ce qu'on aime avec les Grands Prix sous la pluie, c'est qu'on a évoqué ici quasiment toute la grille, en fait, déjà, parce que tout le monde a eu son petit moment comme ça où il pouvait briller, où il profiter de ces conditions. Et rappelons que les Sauber ont terminé 13e et 15e de ce Grand Prix avec presque un passage en Q3 à 11e. C'est vrai, Bottas qui était très très proche. Bon, mais au bout de 5 tours, ils étaient derniers tous les deux. Avant et avant-dernier, parce que la Mistral a fait du Stroll. Mais voilà. C'est marrant, Michael, que tu présentes la performance de Joe comme une 15e place, que moi je la
présenterait comme une dernière place parmi les classés. C'est vrai. Et on rappelle que les deux entourent Fernando Alonso qui a terminé avec le dos d'une personne de 87 ans. Non, une personne de 43 ans. Oui, je pense qu'il est sorti de là, il a dit oui, c'est mon âge, voilà. Et ben, ça va être bien 2026, on va s'amuser. Il n'était pas bien le Fernando, respectez-le, s'il vous plaît, les personnes âgées. Mais les deux qui se plaignent le plus de leur physique, c'est Lewis Hamilton et Fernando Alonso. Alors, on parle souvent de l'âge et du fait d'avoir toujours l'œil vif, certes, mais peut-être que physiquement, en plus ils ont forcément des corps traumatisés avec les jets qu'ils ont pris depuis des années, mais c'est là qu'on le ressent quand même. Puis Alonso était malade aussi, il est encore reparti en Europe pour se refaire soigner après le Mexique. Voilà, il est déjà pas arrivé en conditions super, et c'était effectivement c'est étonnant difficile. qu'il n'ait pas fait l'impasse sur ce week-end. Moi, je pensais qu'il allait peut-être le faire. Ça aurait pu on ne laisse jamais sa place, surtout quand le réserviste s'appelle Felipe Drugovich, qui est un pilote de talent et qui rêve d'une chose, c'est de montrer au monde, surtout au Brésil, qu'il mérite sa place en F1. Moi, je pense que c'est un risque qu'il ne faut jamais prendre. Oui, puis en plus, je suis ravi de me dire, imaginons, il aurait fait un super week-end, il aurait fini 7ème, il aurait dit, vous voyez que le concept de wildcard est génial, allez, et puis on se retrouverait avec un championnat faussé, ça deviendrait compliqué. Mais c'est vrai que moi, j'étais surpris de l'engouement, en fait, des Brésiliens pour Drugovich, parce que j'avais pas avec Franco Colapinto, par exemple, c'est très visible depuis le début, donc on sait, mais Drugovich, j'avais pas l'impression que les Brésiliens le soutenaient autant. On rappelle que donc les Brésiliens ont scandé le nom de Felipe Drugovich quand Lance Stroll a fait son tour de formation. Enfin, c'est 4 virages de formation, si nous sommes tout à fait corrects. Notez que dans le classement officiel, Lance Stroll est terminé derrière Albon, qui n'a pas pris le départ. Ça, c'est quand même assez fort. Donc, il y a des choses à signaler. Parce qu'Albon a déclaré avant qu'il ne prendrait pas le départ. Alors que Stroll l'a fait beaucoup trop tard pour que la FIA puisse mettre à jour tout ça en restant au chaud, c'est formidable. C'est formidable. Bravo aussi à Nico Hülkenberg qui, du coup, n'a pas eu à ressortir dehors sous la pluie après le drapeau rouge en se faisant disqualifier. Parce qu'on ferait pas par mauvais temps quand même. C'est fou. Non, mais moi je te dis, c'est... Dans les années 80, il faisait pas ça. Non. C'était terrible. En tout cas, voilà, on salue aussi quand même Max Verstappen qui a fait une prestation absolument exceptionnelle, parce qu'il est facile de simplement dire oui, il est parti 17ème et il s'est retrouvé là par accident et par drapeau rouge. Son premier relais, où il les a encore fait passer pour des cadets sous la pluie. Moi, c'est ce qui me paraît quand même incroyable. C'est d'avoir un tel avantage sous la pluie, alors que c'est quand même un peloton de pilotes professionnels. Il part 17 et il est 6ème au bout de 25 tours, je crois. Ouais, et 6ème collé. Enfin, il y avait Tsunoda, Ocon, Leclerc. C'était... Il faisait podium à la régulière, je pense, si le Grand Prix roulait normalement. Et on notera aussi que dans ces conditions, on retrouve quand même assez régulièrement Pierre Gasly et Esteban Ocon. Ouais. Et tout ça, moi, me fait me poser la question de leur véritable niveau, quelque part, honnêtement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... c'est souvent on dit souvent que c'est sous la pluie qu'on voit, entre guillemets, les vrais talents. Moi, j'ai du mal avec cette maxime-là, parce que, pour moi... les Hamilton, Alonso, quand il y avait de la pluie à l'époque, ils ont toujours été quand même au-dessus du lot. Non, bien sûr. Je pense que, de toute façon, un très bon pilote a plus de chances d'être très bon aussi sous la pluie, parce que pour être un très bon pilote, il faut un très bon ressenti, il faut une grosse confiance, il faut savoir où est le grip, il faut avoir comme hier on a vu les jeunes étaient en perdition. Colapinto il était aux aguets, Biermann a fait 2-3 fautes. Biermann il a refait le circuit hier, de haut en bas. Non mais complètement, mais c'est vrai que c'est plus une faculté d'adaptation peut-être que ça met en avant, plutôt que c'est ça, un niveau intrinsèque, quoi. Voilà, est-ce qu'on peut considérer que Pierre Gasly et Esteban Ocon font partie du top 3, du top 4 de cette grille parce qu'ils sont capables de voler sous la pluie? Je sais pas. Je ne pense pas. Pour moi, c'est aussi déterminant que de savoir, quelqu'un sur une piste ultra grippée qui est capable d'envoyer du bois dans des virages très rapides, un peu à la Charles Leclerc par exemple, que je trouve très fort dans ce domaine-là. Peut-être un peu moins sous la pluie, même si c'est toujours compliqué aussi de comparer, parce que je pense qu'il a dit lui-même, sa voiture était réglée de façon très agressive, il n'a jamais senti vraiment les arrières. Alors est-ce que c'est justement un manque de ressenti qui incomberait au pilote? Est-ce que c'est tout simplement la voiture qui est moins bien réglée dans ces conditions? Et dans ce cas, forcément, on ne peut pas faire de miracle non plus.
Même chose avec Mercedes, hein. Lewis est censé être très très fort sous la pluie. Oui, il était pas du tout. On avait l'impression de voir un débutant qui faisait sa première course dans ces conditions au Brésil. Stroll aussi est censé être bon sous la pluie. Exactement, oui, il a fait sa pole sous la pluie. Bien sûr. Non, mais voilà. Mais en tout cas, je suis content pour Esteban Ocon et Pierre Gasly parce que c'est forcément difficile de savoir s'ils appartiennent au top 5, au top 10, au top 15. Mais franchement, ils font partie de ces pilotes qui, en formule de promotion, pour le coup, ils ont prouvé qu'ils faisaient partie du oui, bien sûr. Non, mais complètement. Ils sont pas arrivés là par hasard. Complètement, et forcément, quand on passe une saison, j'ai eu la chance d'en discuter un peu avec leur management respectif toute la saison, et forcément, quand on fait une saison comme celle-ci, sur le plan collectif, avec la performance qu'ils avaient à disposition, c'est humain, c'est naturel, à force de voir quelqu'un entre la P15 et la P20, on finit par se dire que c'est leur place finalement. Ouais, bien sûr. Et c'est ultra injuste, mais c'est malheureusement comme ça que ça fonctionne. Et donc forcément, les voir aller rechercher ce petit podium annuel ou une année sur deux, c'est bien, ça va permettre aussi de rappeler à tout le monde. Exactement, et de maintenir une certaine cote et de rappeler qu'ils sont très résilients et très très performants. Et moi je dirais que ça montre pas le niveau, mais aujourd'hui, en F1, je trouve que c'est plus compliqué de parler de niveau et de différence de niveau, dans le sens où on le voit, notamment chez Red Bull, on le voit dans pas mal d'écuries, la F1 est un peu devenue, attention, il va falloir suivre le raisonnement, hein, mais c'est un peu devenu pour moi comme des courses de moto, dans le sens où c'était rarement la moto qui faisait le travail, c'est le ressenti du pilote, et tu pouvais avoir à moto égale un pilote qui était complètement plus rapide qu'un autre. Et là où à l'époque en Formule 1, évidemment, quand tu as 2 secondes entre chaque voiture, même si le pilote n'est pas à l'aise, il va finir deuxième derrière son chef de file, par exemple. Ici, comme le peloton est extrêmement resserré, on voit qu'il faut justement cette capacité à être plus à l'aise. Donc je pense qu'on se dirige de plus en plus vers une F1 où ce ne sera pas tant le niveau de la F1 et le niveau du pilote qui comptera, mais la symbiose entre les deux et la capacité du pilote d'aller chercher justement avec le matériel dont il a à disposition. Et donc voir des performances comme ça de la part de nos 2 Français qui sont souvent d'ailleurs coutumiers du fait. On parle par exemple d'un Lando Norris qui, lui, dès qu'il pleut, a parfois un petit peu plus de difficultés, et on l'a encore vu ce week-end, c'était pas... il fait quand même la pole sous la pluie. Il fait la pole, mais après, le Grand Prix était difficile. Le problème de Lando Norris au Brésil, ça a encore une fois été les départs, parce que il y a déjà le départ, le problème de procédure au tout début. Qui aurait pu nous coûter cher, il aurait pu avoir une pénalité là, clairement. Je crois qu'il y a une première relance, déjà sur le vrai départ, il perd une position sur George Russell. Ensuite, sur une relance de safety car, après avoir pris le meilleur sur George Russell à nouveau, il fait une petite erreur, je crois que c'est au virage 4, il repère immédiatement la tête virtuelle du Grand Prix. Et puis que dire de la dernière relance de safety car où il se fait attaquer par Leclerc et il finit par prendre complètement rater son freinage. Alors après pendant que Verstappen prend la tête du Grand Prix, donc là c'est pareil. Est-ce plus simple de freiner avec cette Red Bull là au Brésil dans ces conditions qu'avec cette McLaren là? J'en ai strictement aucune idée. Forcément quand on voit ça, on se dit on voit ce qui manque encore à Lando Norris, mais pas que, aux autres aussi. Oui. Ils ont tous fait au moins une petite erreur. Et je suis pas sûr, même avec le resserrement des forces en présence, qu'en 2025, on voit un autre champion du monde encore que Max Verstappen, parce que je trouve qu'il finit toujours par sortir du bois et d'aller chercher des gros points quand ça va pas. Là, il s'attendait à perdre des points, et il en a repris encore. Non, mais là, c'est même pas qu'il en a repris, là, c'est que là, il a quasiment tué le suspense pour le peu. Enfin, il commençait quand même à avoir un peu de suspense petit à petit. On s'est dit, là, Norris part en pôle, le Verstappen 17ème, il peut lui reprendre 10, 12, voire 15 points. Là, il serait revenu à 30 et quelques, à 3 Grands Prix de la fin. Peut-être que. Mais bon, là, je pense que là, il a définitivement tué le suspense, parce que là, il s'offre déjà sa première balle de match. Complètement. Sachant qu'il doit juste terminer devant. Ouais, il doit terminer devant. Aussi simple, entre guillemets. Je pense que Red Bull rêverait, on sait que c'est un géant du marketing et de la communication, d'être sacré à Vegas, ce serait quand même quelque chose d'assez grandiose. Disons que ce serait un décor différent que de l'être au milieu du désert d'Arabie en Moyen-Orient, un samedi au Qatar. C'est vrai que... C'est vrai que là, je pense que Las Vegas rêve d'avoir un champion du monde, rien que pour pouvoir mettre sa tête sur la sphère comme ça, en immense, ce serait absolument incroyable.
Et on va maintenant répondre à vos questions, chers amis. Vous nous les avez envoyées comme tous les dimanches sur l'Instagram d'Auto Hebdo. N'hésitez pas à aller vous y abonner, évidemment. Vous verrez ça dans les stories. On vous met la petite story. Elle est sur fond rouge, hein, vous ne pouvez pas la louper. Comme ça, vous rentrez vos petites questions pour l'épisode du lundi qui suit, donc, de Outlap. Est-ce que les pénalités, nous demande Q3 Belgium, est-ce que les pénalités qui tombent sur les pilotes pour leurs mots sont justes? Vous savez que maintenant, la FIA est lancée en croisade contre les gros mots, dirons-nous cela. Est-ce qu'on pense que c'est assez juste, Jérémy? Il y a deux sujets là-dessus, ou plutôt moi je les trouve globalement injustes pour deux facteurs. Le premier, c'est qu'il y en a eu deux attribués jusqu'ici et qu'elles n'ont pas été les mêmes. D'abord, ça alors, est-ce qu'on n'aurait pas fait un épisode d'Outlap qui parlait de constance? La constance. Max Verstappen a pris du travaux d'intérêt général, une amende aussi. Charles Leclerc n'a pris qu'une amende sous prétexte qu'il qui s'était immédiatement excusé et tout ça. Je pense qu'il s'est aussi excusé parce qu'il connaissait le précédent Verstappen et qu'il voulait pas faire du travaux d'intérêt général. Donc on peut aussi se poser la question de l'œuf ou de la poule, encore une fois, qui est-ce qui est arrivé en premier. Donc déjà injuste de ce point de vue-là. Et d'un autre côté, on peut passer la consigne d'essayer de faire attention, de ne pas jurer. Mais franchement, encore une fois, certes, Max Verstappen a utilisé le F-word de façon un peu plus abrupte et un peu plus agressive, mais est-ce que c'est pas ce qu'on recherche aussi quelque part? Est-ce que ça sert pas un petit peu le divertissement et tout ça? Moi, je suis persuadé que la petite séquence-là sera dans Drive to Survive à la fin de l'année. Oui. Charles Leclerc, lui, a vraiment dit « Oh là là, je me suis dit dans ma tête... » Enfin, oui, non, mais je veux dire, là, c'était vraiment... Surtout qu'il expliquait une situation où c'était chaud, où il a failli perdre la voiture, et ça met un peu plus de couleur, je trouve. Enfin, oui, et en fait, c'est la manière... C'est pas une insulte qui prononce, c'est pas une insulte qui sort de leur bouche, c'est plus une description de la situation, et c'est un peu... Encore une fois, c'est un peu de couleur, entre guillemets, enfin... Il n'a pas l'intention de faire du mal avec ses mots ou quoi que ce soit. Donc, et en plus, Leclerc, on l'a très bien vu, et il dit le mot en question, et il se regarde 2 secondes, et là il commence à rigoler, il dit « Oh non, pardon, je ne vais pas me retrouver avec Max en TIG. » C'est ça. Entre eux, ça les amuse. Pour moi, justement, il faut prendre plus le côté que de les sanctionner directement. Il faut plus aller leur dire « essayons de faire attention, on va pas vous reprendre à chaque fois, naninana. » S'il y a 1, 2, 3, voire 4 fois, ok, là peut-être, mais... Le risque, c'est quand même qu'on se retrouve avec que des mots un peu à la George Russell, saperlipopette, oui, c'est ça, mais saperlipopette, oui. j'ai perdu l'arrière. Bon, ce serait un concept, hein, oui, mais... c'est... Donc, globalement injuste, moi je trouve. Surtout que si Verstappen a été sanctionné de cette manière-là, malheureusement, tu dois appliquer la même chose pour Leclerc. Je ne sais plus qui disait ça, je suis désolé, je ne vais donc pas pouvoir citer correctement, mais quelqu'un disait que les jurons, c'est l'épice de la langue, en fait. C'est ce qui, justement, va te différencier, voilà, c'est ce qui ajoute la petite couleur locale, quoi. Très bon. Mais oui, avoir George Russell qui parle comme quelqu'un... Mais c'est bien aussi, ça diversifie voilà, un peu ça change un petit peu, puis on apprend des jurons en anglais qu'on ne connaissait pas forcément, donc c'est important aussi. Nous, ça nous enrichit. On aime bien comme ça, cet enrichissement culturel est important. On a Nico LCTR qui nous demande notre avis sur la façon dont Mercedes gère sa fin de collaboration avec Lewis Hamilton. Mon cher Gonzalo, un avis? J'ai pas de inside, mais pour moi c'est pas une question de gestion, c'est plus une question que Hamilton n'arrive vraiment pas avec cette voiture. Ça fait longtemps. C'est W15 qui est la suite des saisons 2023-2022 où la Mercedes était déjà très capricieuse, et ça fait 3 saisons que on a toujours le même problème, c'est que d'un week-end à l'autre elle peut surperformer, et d'un coup Hamilton derrière le week-end suivant il n'est plus du tout à l'aise. C'est pas une question pour moi de gestion, c'est juste que Hamilton n'y arrive tout simplement pas, et quand la motivation n'est plus là, que tu joues pas pas forcément la victoire, mais le podium, le top 5 à la régulière, et que tu dois surpiloter pour espérer décrocher un bon résultat, forcément la motivation elle est moindre. Ça m'avait échappé, mais il était toujours... Alors ça m'avait pas échappé, il était toujours devant George Russell au championnat, parce que Russell a eu pas mal de malchance en début d'année en perdant de gros points, mais George Russell est repassé devant ce week-end pour 2 petits points, mais voilà, ça vaut pas grand-chose, c'est anecdotique, mais
peut-être que Lewis Hamilton, sur ces 3 années avec George Russell, va donc avoir été battu 2 fois. Ouais, 2 fois. C'est pas rien 2022, non plus. 2024. Non, C'est complètement. pas rien. Et surtout que Russell a perdu 25 points en Belgique. Et c'est ça. Sur la disqualification, donc non, c'est effectivement important. Ouais, exactement. Et enfin, on a Paul DRJ qui nous demande s'il n'y aurait finalement pas trop de bons pilotes dans les académies, avec cet avenir qui serait donc un peu bouché. C'est vrai qu'on en voit quelques-uns arriver maintenant cette saison, mais le problème c'est que l'an prochain, donc quelques rookies vont arriver, ils vont peut-être rester des années, donc est-ce que c'est pas difficile derrière justement pour ces jeunes pilotes ? Si, forcément. Je sais pas s'il y a trop de bons pilotes. Moi, je pense simplement qu'il y a une homogénéisation globalement des niveaux de par la préparation qui est possible, de par le niveau aussi des catégories juniors qui augmentent. Ce qui fait que, globalement, quand on fait des très bons résultats en F2, ça veut dire qu'on est prêt pour la F1. Ça, c'est sûr. Après, il y a toujours 20 places. Il y a des mecs qui sont là depuis quasiment 20 ans, donc forcément, c'est compliqué. C'était beaucoup plus facile de faire la différence, je trouve, dans les années 80, 90, même 2000. Voilà, un très bon pilote était très bon, était au niveau globalement de tous ceux qui sont très bons aujourd'hui. Et simplement, ceux qui étaient davantage des faire-valoir étaient juste moins bons parce que peut-être moins motivés, moins bien préparés, moins cette détermination. Aujourd'hui, en effet, pour faire la différence, voilà, on a du mal à classer les pilotes aujourd'hui par au-delà des voitures, par vraiment niveau intrinsèque pur. On parlait de Gasly, Ocon tout à l'heure. Je suis incapable de vraiment les classer. Ça dépend des week-ends, ça dépend des conditions, ça dépend de la voiture, de tel style, de tout ça. Donc, ce qui est quand même chouette à voir, c'est que à chaque fois que des jeunes ont la confiance d'une équipe pour monter dans la voiture ou autre, ils prouvent tout de suite qu'ils sont performants. Ça, c'est une très bonne chose. Après, en effet, est-ce qu'il y en a trop ? Il n'y en a jamais de trop de pilotes de talent, mais c'est sûr que moi, je pense à nos 3 pilotes français, Victor Martin, Théo Pourchaire, Isaac Hadjar. C'est pas encore tout à fait fini pour Isaac Hadjar. Pour 2025, il y a encore une chance, mais c'est vrai qu'on se dit, ils ont beau aller gagner des titres ou faire des gros résultats. On a l'impression que voilà, c'est compliqué, que les portes restent fermées. Ont-ils le niveau ? Moi, je trouve que tout ce qui est en train d'être montré, tout ce que montrent plein d'individus qu'ils ont battus chaque année depuis des années, est en train de montrer que ces 3-là ont le niveau aussi. Donc, espérons au moins qu'il y en ait 1-2 qui puissent avoir sa chance. Oui, on avait Victor Martin et Théo Pourchaire qui ont fait le rookie test hier du WEC ce dimanche, l'un chez Alpine, l'autre chez Peugeot. Et Théo Pourchaire disait c'est la première fois qu'il touche un ballon de course depuis la manche d'IndyCar de Toronto, donc c'est dommage de voir un champion F2 qui a de telles difficultés malheureusement à trouver des baquets, mais on espère évidemment que ça ira pour les 3 Français l'an prochain. Et messieurs, eh bien, je vous propose de terminer par nos petites questions, notre petit jeu de fin de podcast. Alors là, cette fois-ci, pas de grille, voilà, je me suis dit, bon, on n'allait pas refaire le Grand Prix d'Argentine 1952, tout ça, bon, quoique, peut-être que Gonzalo aurait pu trouver... Colapinto y était déjà. Exactement. Non, puis il y avait certainement 10 pilotes locaux sur la grille, donc tu as tous les noms, tous les palmarès. Mais là, j'ai 3 petites questions qui ont un rapport avec le Grand Prix de ce week-end. Donc là, je vous propose que voilà, ce soit un petit peu jeu de rapidité. On va voir qui va être le plus rapide et qui va avoir correctement ça. On va acheter des buzzers, on va investir, promis, vous allez voir, ça va être fou. De quand date, messieurs, le dernier podium avec 2 pilotes français sur une voiture française? On va dire que l'Alpine reste une voiture française, bon sang. Alors... 1982 ? Non, c'est plus récent que ça. Sur 2 Français Français sur avec des voitures françaises. La même voiture française ? C'était la même, ce coup-là. Et donc j'ai donné une astuce qui ne permettra pas d'aider, puisque donc c'est une voiture française, elle était bleue. Mais bon, elles sont souvent bleues, les voitures françaises. Oui, c'est vrai que... C'est embêtant. C'est pas le meilleur coup de main que tu nous aies donné, celui-là. Non, mais je le donne quand même. Après, vous en faites ce que vous voulez, comme d'habitude. C'est l'intention qui compte. C'est facile, ça. Ah bah c'est pour ça que je pose la question. Parce que du coup, c'est pas 97 et la dernière fois, forcément. Non, 97, c'était juste 2 pilotes français qui étaient sur le Il y podium. avait une voiture française. Donc ça remonte. Il y avait une voiture française. Ça remonte à davantage encore que... Si tu veux, c'est entre 82 et 97. Là, ça se positionne là. Mais sachez que l'un des 2 pilotes qui a fait le podium de 97 était sur ce podium-là qu'on recherche. Ok. Donc, et ils n'ont pas gagné. Jean Alési. C'était pas lui. C'était pas lui, forcément. Qui est-ce que c'était des 80 ? Olivier Panis, oui. Oui. Avec René Arnoux ? Non.
Je dis ça parce Il avait que, terminé ses parce que Pierre Gasly, en conférence de presse, a dit ça hier et ça m'a fait beaucoup rire. Il essayait de retrouver qui c'était. Il a dit c'était pas Panis et Arnoux. Bon, je passe mon tour. Ouais, je l'aurais pas. C'était en Allemagne en 1994. Ah, ok. Grand Prix fou aussi, où je crois que Mika Hakkinen met au tapis cette voiture au départ. Et c'était Olivier Panis et Eric Bernard sur Ligier Ah oui, d'accord, Ligier. La Ligier. J'avais pas pensé à Ligier. à l'époque. Bon, on va rechercher encore un double podium pour sa deuxième question. Ça devrait être plus proche de nous. De quand date le dernier double podium d'Enstone, justement? L'écurie d'Enstone, a-t-elle fait beaucoup des doubles podiums? Oui. 2013 Oui. Raikkonen, Grosjean. Oui. Ou je l'ai plus, mais ouais. Il manque juste le Grand Prix, c'est bête. C'est pas l'Inde? Non, l'Inde, c'est où Raikkonen se fait insulter copieusement par son ingénieur. Voilà, parce qu'il laisse pas passer Grosjean. C'est pas la Hongrie. Non, c'est pas la Hongrie. Pareil. Bon, après, la question, c'était de quand date. Oui, allez, on peut vous donner un demi-point J'essaie de chacun, gratter on le est point sympa. comme je peux. Hein. Non, mais... C'était où? J'essaie de me souvenir des podiums de Grosjean. Hein. Il y en a eu quelques-uns. Il y a eu Bahreïn. Il a été, si je peux aider, il a été très bon lors de la tournée asiatique de fin de saison. Corée. Voilà, c'est en Corée du oui, Sud. Tout à fait. Entre le Japon et l'Inde, si je dis pas de bêtises. Ou le 2013 Japon, du coup, c'est ouais. le Grand Prix où la safety car est devenue une Jeep Cherokee. Oui. S'est invité en piste. Parce qu'ils ont dit vite, Weber brûle, on va aller l'éteindre. C'était assez incroyable. Lors de quel Grand Prix et en quelle année? J'apprends à mieux poser des questions. C'est bien. A-t-on vu pour la dernière fois un pilote s'imposer depuis la 17e place en Formule 1? Ah, j'ai Raikkonen Suzuka 2005. Voilà, Bravo. effectivement. Mais Je m'avoue vaincu. c'est arrivé 3 fois dans l'histoire de la F1. Oui, c'est la dernière troisième et l'autre c'était Watson années 80, Détroit en 82. Exactement, mais il est incroyable. Il a vu les stats, il a vu les stats. Il a tout regardé. Vous savez qu'on doit faire des papiers de stats, évidemment, c'est oui. important pour Oui. enrichir Auto Hebdo. En tout cas, on voit qu'il travaille. Hein. Ah, voilà. Gonzalo. Voilà. Grand Prix des États-Unis de l'Est. Et en plus, Exactement, voilà, voilà. à ne pas confondre avec le Grand Prix des États-Unis Ouest, Ou l'Allemagne de l'Est. Ou l'Allemagne de l'Est, effectivement, qui n'avait pas de Grand Prix, je crois, à cette époque-là, ce qui est bien dommage. C'est terrible. Vous pourrez donc retrouver ces statistiques et d'autres également dans Auto Hebdo. Hein. On rappelle, ça sort ce lundi à 20h en version numérique. Si vous voulez le papier. Et à mon avis, on risque fort d'avoir nos deux mousquetaires français sur la couverture. Oh, donc, oui. ça sera certainement un numéro à acheter en version papier également. Ce sera à partir de mercredi, évidemment, dans tous les kiosques et puis un petit peu partout aussi. Pas dans les crèmeries, par contre. Hein. Non. C'est pas encore prévu. On travaille dessus, mais ce sera pas encore dans toutes les bonnes crèmeries. Merci beaucoup, Jérémy. Merci beaucoup, Gonzalo, d'avoir été à mes côtés pour ce nouvel épisode. Merci à vous de l'écouter. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Alors, il n'y a pas de Grand Prix de Formule 1 cette fois-ci. On a 2 petites semaines très de pause. calme. Oui, on va trouver des choses, ne vous inquiétez pas à dire. On reviendra peut-être encore sur le Grand Prix du Brésil, tellement on aura des choses à dire. à en dire. En tout cas, merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, ciao.